Vous le constatez, nous sommes nombreuses et nombreux à la tribune. Alors nos interventions seront courtes, 10 minutes chacune. Tout ça pour laisser la place à des questions, sachant qu'on devra quitter cet endroit pas plus tard que 10h moins 5, 10h moins 10, d'accord? Donc il y aura environ 20 minutes de questions à la fin de nos interventions. Je veillerai à ce qu'elles soient courtes. Permettez-moi rapidement de présenter nos intervenants, nos intervenantes. Alors je vais commencer par Monique Edbeau à ma droite, dont Sophie vient de parler, qui est historienne, qui vient de sortir un important livre sur les déportés nomades du nord de la France. Et Monique, vous serez ici même à cette tribune pour présenter votre livre le 20 décembre à 19h30. Emmanuel Filleul, à côté, est un des pionniers de la recherche sur l'histoire des nomades en France. Il a publié avec Marie-Christine Hubert l'ouvrage de référence sur l'histoire des nomades en France il y a déjà quelques années, après avoir déjà fait paraître un livre en 2004 de son côté. Marie-Christine Hubert, vous êtes historienne aussi, archiviste aux archives départementales de Seine-Maritime. Vous avez publié, soutenu d'abord évidemment une thèse fondatrice sur cette histoire des nomades en France il y a déjà quelques années, vous nous en parlerez je pense. Théophile Leroy, qui a été le coordinateur avec Sophie Nagiscard de cette exposition. On lui doit beaucoup, si elle est réussie, c'est aussi grâce à lui. Il a eu beaucoup de susceptibilité des historiens entre nous à aménager, ça n'a pas été facile. Il est agrégé d'histoire, il est historien lui aussi, il prépare une thèse qui sortira, pas tout de suite, mais bon, vite on l'espère. Il est spécialiste du camp de Lina Montlhéry, mais là, je pense que vous nous parlerez peut-être aussi de la préparation de cette expo. Jérôme Bonin, qui est président du Mémorial des Nomades de France, et Nara Haritz, vice-président des Nomades de France. Ce sont eux qui prendront la parole en premier. C'est un choix que nous avons eu pour ne pas que cette tribune soit seulement une tribune d'historiens qui viennent parler d'un sujet qui leur est cher, mais qui leur reste quand même extérieur. Donc les représentants des nomades parleront en premier et nous laisserons la parole à Nara Haritz à la fin de la séance. Donc après vos questions, nous aurons quelques minutes réservées à Nara Haritz pour clôturer cette séance. Je laisse donc la parole à Jérôme Bonin qui va nous présenter le Mémorial des Nomades de France et ses activités. Bonsoir. Donc merci au Mémorial de la Shoah de nous accueillir. Voilà, c'est quand même extrêmement important pour nous. Ils nous ont dit que pour eux aussi ça tombe bien. Voilà, au moins un truc sur lequel on est d'accord. Et merci à Sophie Nagiscard qui a cru et qui a fait que ça soit possible. Et merci à Théophile qu'on a embêté pendant quelques mois. Alors, rapidement, le Mémorial des Nomades de France a été créé il y a 2 ans en partant du constat que si on n'intervenait pas dans le débat historiographique aujourd'hui, on allait continuer de parler de nous en utilisant des termes qui ne nous concernent pas, qui sont exogènes à nous. C'est-à-dire qu'en France, on parle régulièrement de Tziganes. Or, le terme Tzigane est un terme purement criminogène, dans lequel on ne se reconnaît absolument pas. Il faut quand même se rendre compte que jusqu'en 1923, dans le Petit Larousse, vous lisiez la définition de juif, c'était usurier, et la définition de tzigane, c'était voleur. Voilà, heureusement, on a un peu avancé. Alors pourquoi c'est un crime criminogène? Je vais aller très rapidement là-dessus. C'est-à-dire que l'origine du mot, dont vient du grec médiéval atsingani, ça veut dire, en grec médiéval, ça veut dire intouchable. Voilà. C'était une secte hérétique qui était itinérante en Asie mineure, à l'actuelle Turquie, et qui évidemment dans l'Empire romain d'Orient faisait tâche au moment où toutes les religions essayaient de rapporter à elles le plus grand nombre de fidèles, je crois qu'on dit. Bon, voilà. Évidemment, cet empire par la suite est devenu l'Empire ottoman, et donc
assez important. Et donc ce terme s'est répandu dans toutes les polices de l'époque. Et donc ce terme a systématiquement servi à contrôler, surveiller et éventuellement à punir les populations nomades de l'époque. Dans ces pays-là, c'était principalement des Roms et des Dom, et par la suite, voilà, on le verra, bon, il y a eu une avancée historique, mais bon, voilà, ce terme vient de là, et ce terme funeste trouve son aboutissement avec le régime nazi, l'internement, la déportation, l'assassinat, l'extermination des dits Zigeuner. Voilà. Ce terme-là, on ne l'utilise jamais, nous, en privé, on ne parle pas de ça. Alors, pour vous expliquer, pour faire simple sur la France, on va faire un peu de ce que c'est que le monde du voyage rapidement aujourd'hui en France. C'est composé principalement d'un socle commun qu'on appelle la Romani-Chave, ce qu'on appelle en français, ce qui est devenu en français les Romanichels. La Romani-Chave, en traduction littérale, en gros, c'est des Roms, les enfants, voilà, les enfants des Roms. Ce monde-là comprend plusieurs groupes, donc les Roms principalement qui viennent d'Europe centrale, orientale. Vous avez les Sinti et les Manouches, les Sinti plutôt piémontais et les Manouches plutôt allemands, qui à partir du XVIIIe siècle se sont répandus, se sont dispersés à l'intérieur de la France, avec des fixations importantes d'abord en Auvergne et dans le Béarn. Et vous avez un dernier groupe qui sont les Calais. Donc les Calais, c'est ce que vous appelez les Gitans. Voilà, les Calais, ça veut dire les Noirs. Voilà. Ce groupe-là est un socle qui est un groupe avec des différences, mais qui a une langue commune, qui a évolué différemment selon les groupes. Hein, voilà. Voilà pour cette partie-là. À côté de ça, vous avez un autre groupe qui sont les Yéniches, et qui on oublie très régulièrement dans l'historiographie et notamment dans l'histoire des camps, du coup, parce que quand on dit Zigan, systématiquement, on pense Rome, et on oublie systématiquement les pauvres Yéniches qui ont quand même représenté une part non négligeable des internés en France. Les Yéniches viennent du bassin suisse alémanique principalement, ne parlent pas romanesque du tout, ont une autre culture, une autre langue, etc., mais sont des voyageurs comme nous, et voilà, sont sur le voyage de la même manière. Et enfin, vous avez les gadgets, c'est-à-dire les sédentaires, qui sont retrouvés souvent sur le voyage pour des raisons de rupture économique, rupture sociétale, rupture familiale, et qui ont circulé auprès des voyageurs. Et voilà, donc il y a voilà. Donc c'est un groupe extrêmement hétérogène. Hein, ce que vous considérez comme un groupe, en fait, c'est extrêmement hétérogène et ce sont des gens très différents. Alors nous, en général, quand on nous demande ce qu'on est, c'est pas compliqué, on est français, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que si on le faisait à l'envers, imaginez que je dise, alors les gadgets, ils sont tous pareils, ils pensent tous pareil, ils parlent tous pareil, ils sont sales, ils mangent leurs enfants, etc. et tout, voilà. Donc là, si je disais ça comme ça, je parlerais de la même manière d'un berger-peul malien que d'un inspecteur de police à Osaka, que d'un trader à New York. C'est complètement con. Et c'est ce qu'on produit aujourd'hui en France. Et ça a un impact extrêmement important pour nous, puisque cet impact sociétal-là, aujourd'hui, ça veut dire que ça ethnicise une partie de la population, et que donc on est considéré sous un terme criminel avant d'être considéré comme des Français. Voilà. Donc on se bat pour que ça ne se passe plus comme ça. Voilà. Alors au sein du Mémorial des nomades de France, pour faire vite, on l'a créé il y a 2 ans quand le gouvernement français de l'époque et la commission des jambons du voyage a essayé de nous faire croire que le discours de François Hollande à Montreuil-Bellay allait être la reconnaissance tant attendue. Une reconnaissance, excusez-nous, mais ça passe par une PPL à l'Assemblée, une proposition de loi à l'Assemblée et un vote du Parlement. Voilà. Et ça passe aussi par un pardon, voilà, par une demande de pardon. Tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de point de liaison entre nous. Il faut d'abord le pardon et après, on ira chercher ça. Et on va aller le chercher. Le Mémorial des nomades de France, c'est plusieurs associations en fédération aujourd'hui. Et notre travail n'est pas, nous, un travail d'historien. Les historiens font ça très bien. Nous, c'est pas notre boulot. Moi, je suis pas historien. Je n'ai pas envie de devenir historien. J'ai autre chose à faire dans la vie. Mais on a une connaissance intime des choses que les historiens ne peuvent pas avoir, et d'autant plus du fait qu'on a souvent eu des expériences un peu malheureuses de gens qui sont venus chercher des documents, des renseignements dans les familles et qui ne les ont jamais rendus aux familles. Voilà. Donc ça coince un peu. Alors nous, déjà, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, petit à petit,
on y arrive et on va rechercher une histoire qui est beaucoup plus intime et qui n'est pas la même. Et l'essentiel de notre travail pour l'instant est de reconstituer les parcours individuels de tous les internés qu'il y a eu en France pendant les deux guerres, puisque vous l'avez vu, il y avait déjà une répétition générale pendant la Première Guerre mondiale, ce qui représente aujourd'hui 7395 personnes, et on n'a pas terminé. Alors pourquoi ça fait beaucoup plus que ce que les historiens ont répertorié jusqu'à présent? Alors je vous donne en mille, c'est très simple, c'est qu'ils ne savent pas forcément qui sont les gens, donc vous allez prendre les travaux très conséquents, très bien faits de Éric Malo, qui est spécialiste du camp de Noé par exemple. Il compte qu'il y a 30 personnes dans le camp. Bah ouais, parce qu'il y a 30 fiches où il y a écrit nomade à côté. Mais moi, quand je regarde les fiches, à côté de François Zaïs, bah, il n'y a pas écrit nomade, sauf que moi, je sais que c'est un voyageur et que c'est quelqu'un qui était un forain et que c'était une famille qui était sur l'Ariège, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses, on le sait, alors on répertorie. Puis parfois, quand on a des doutes à la fin sur la liste, eh ben on appelle, on fait, tiens, les Jiménez là de Saint-Gaudens, est-ce que c'est des Espagnols ou est-ce que c'est des Calais? Allô, mon cousin? Ah, non, ils ne sont pas de chez nous, voilà. Et comme ça, c'est bon. On le sait, et on fait les recherches, et on fait le travail, et on essaye de remettre un nom et un parcours de vie sur chaque personne. Voilà. Et on a sinon un rôle d'assistance aussi aux personnes qui ont été internées, qui évidemment n'ont jamais été reconnues par la suite, et qui n'ont pas de pension, et qui parfois vivent dans des conditions de misère absolument déplorables, et absolues, et révoltantes, et on essaye de faire les dossiers ONAC avec eux. Voilà, je vous remercie. Merci. Emmanuel Fillol. Nous nous réjouissons de même à cette occasion de l'initiative prise par le Mémorial de la Shoah d'avoir voulu consacrer une exposition à l'internement des Tziganes en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Reconnaissance qui ne nous surprend pas, car le Mémorial a maintes fois contribué à éclairer la thématique des persécutions commises envers les Tziganes de France et d'Europe durant cette période noire de leur histoire. Une reconnaissance qui, en ce lieu, sous la forme inédite d'une exposition, nous émeut. Nous savons que Madame Simone Veil eût été très attentive et sensible à ce type de démarche, elle qui ne manquait pas de mentionner le sort des Tziganes pendant la Seconde Guerre. Il faut dire un mot au sujet du titre de l'exposition. L'internement des nomades, une politique française 1940-1946. Si la décision d'interner les Tziganes en zone occupée est ordonnée par les Allemands au début d'octobre 1940, l'application en a incombé au gouvernement de Vichy. Outre le fait que la définition raciale des Zigeuners, Tziganes sédentaires et nomades, par les nazis ne correspondait pas à la catégorisation française des nomades, il aurait fallu que les Allemands procèdent eux-mêmes à une redéfinition des Tziganes français. Pour des raisons pratiques, ceux-ci ont préféré laisser le soin à l'administration des services de Vichy, composée de fonctionnaires recrutés sous la Troisième République, aux polices, et au pluriel, et à l'institution gendarmique, aux préfectures concernées, de se charger de la conduite des familles de nomades antérieurement assignées à résidence vers des camps d'internement improvisés. L'administration française de la zone occupée a dressé les listes nominales des personnes à interner, géré la vie quotidienne des camps, établi les règlements, organisé les transferts entre les camps, déployé contre les Tziganes considérés comme asociaux une logique de, ouvrez les guillemets, resocialisation, fermez les guillemets, et de rééducation, entre guillemets, par le travail mis en œuvre dans de nombreux camps, favoriser l'évangélisation des enfants. L'État français a procédé aussi à l'internement de nomades en zone libre, au camp de Saliers, en Haute-Camargue, lesquels, nomades, venaient du camp de Rivesaltes. Et il a regroupé des Roms étrangers au camp de Lannemezan, où la famille de l'écrivain Matteo Maximoff,
a été assigné et dont la trajectoire pendant la guerre est évoquée ici un petit peu dans l'exposition. Sans l'organisation déterminante de l'appareil administratif de Vichy, les tziganes, à très forte majorité de nationalité française, n'auraient pas pu être internés. Par ailleurs, comme l'indiquent les dates, plusieurs camps de nomades existent encore après la libération, sous le gouvernement provisoire de la République, en 1945, et l'année suivante, en particulier celui des Alliés d'Angoulême qui ferme en mai 1946. Pour rendre compte des matériaux historiques avant tout, mais également mémoriels divers que recèle l'exposition, nous avons pu la découvrir, documents d'archives, images, témoignages d'internés. Il a été nécessaire d'abord de restituer à grands traits la genèse des politiques menées à l'égard du nomadisme tzigane en France. Et ce, à partir du début du XXe siècle, dans le prolongement du recensement des, ouvrez les guillemets, bohémiens et nomades, fermez les guillemets, de 1895, instauré par le régime républicain. Parce que ce moment constitue un moment charnière, une période de bascule en ce qui concerne la violence des représentations à laquelle se livre, entre autres, la presse en relation avec le traitement politique de la question nomade, entre guillemets, et conjointement de la question tzigane, entre guillemets, à l'échelle européenne. Je veux parler ici de la loi française du 16 juillet 1912 réglementant les professions ambulantes, marchands ambulants, forains et nomades. C'est à la faveur de ce dispositif législatif qu'est fabriquée la catégorisation administrative de nomades, auquel on impose le port obligatoire du carnet anthropométrique dès l'âge de 13 ans et d'un carnet collectif pour le groupe familial. La surveillance étroite, c'est-à-dire l'identification et le contrôle systématique des individus et familles au cours de leur déplacement, est désormais enclenchée et va se renforcer de génération en génération durant l'entre-deux-guerres, pendant et bien après la guerre. Un dernier mot. En avril 1940, le gouvernement de la République finissante décrète l'assignation en résidence de tous les nomades assujettis à la loi de 1912 sur le territoire français, avant que ceux-ci ne soient dirigés quelques mois plus tard, sur ordre allemand, à partir de novembre 1940, en direction des camps. Certains d'entre eux, un petit nombre, seront par la suite déportés à Sachsenhausen et Buchenwald du camp de Poitiers et, on le verra tout à l'heure, de la région Nord-Pas-de-Calais vers Auschwitz-Birkenau, tandis que quelques nomades, au nombre de 7, transférés de Fort Barrault en Isère à Grenoble, aboutiront par un convoi de juin 1944 au camp de Buchenwald. Je m'arrête là, de façon à ce que Marie-Christine puisse poursuivre la présentation. Bonsoir. Donc moi je vais vous parler plus particulièrement des camps d'internement, camps d'internement réservés aux nomades en zone occupée. Donc c'est par une ordonnance allemande, le 4 octobre 1940, que les autorités d'occupation en fait ordonnent aux autorités françaises de procéder à l'internement des tziganes. Donc c'est le terme qui est employé à cette époque-là par les autorités allemandes. Et en fait elles ordonnent donc aux autorités françaises de procéder aux arrestations et d'organiser cet internement sur le territoire français en zone occupée.
Et aussi, par la même occasion, elle interdit aussi aux tziganes de franchir la ligne de démarcation et donc de se rendre en zone libre. Dans les faits, en fait, dans chaque département, les représentants de l'autorité allemande, le Feldkommandant, va s'adresser au préfet et pour lui signifier cet ordre donc, dans chaque département de la zone occupée. Le préfet, lui, va répercuter cet ordre auprès souvent de la gendarmerie quand on est en zone rurale ou auprès de la police quand on est en zone urbaine. Et là, les gendarmes, en fait, vont dans un premier temps arrêter les tziganes. Alors pour les autorités françaises, Emmanuel vous en a parlé, depuis 1912, ils sont connus sous le terme de nomades, ils sont identifiés sous ce vocable-là. Grâce au carnet anthropométrique d'identité depuis 1912, les familles qui circulent en France sont connues et les carnets anthropométriques permettent de suivre très précisément les déplacements. Donc quand l'ordre allemand arrive d'arrestation et d'internement, les gendarmes n'ont plus qu'à aller chercher les gens qu'ils connaissent depuis très longtemps à l'endroit où ils ont l'habitude de vivre, de stationner pour les interner. Donc l'ordre, il est donné courant octobre et les préfectures ont à peu près 15 jours pour arrêter les personnes et les interner. Donc ça se fait très rapidement et dans les premiers temps dans l'improvisation. Donc les familles qui sont arrêtées, elles sont parquées dans des endroits en dehors des localités, dans des lieux un peu hétéroclites. Ça peut être des carrières abandonnées, des forts, un peu à l'écart donc des villages, gardés par quelques gendarmes. Ils ne sont pas très loin des localités parce qu'au début, ça se fait très rapidement. Donc, rien n'est prévu, rien que pour pouvoir nourrir ces familles. Donc, elles doivent être à proximité d'un point où elles vont pouvoir aller elles-mêmes se ravitailler. Courant novembre, en fait, tout commence à s'organiser. Il faut savoir que, donc, je vous rappelle, c'est qu'en France, les camps d'internement n'ont pas été créés sur l'ensemble du territoire à partir de l'invasion de l'occupation allemande, mais existe déjà depuis 1938-1939 dans le sud de la France pour recueillir, entre guillemets, accueillir les réfugiés d'Espagne, les républicains espagnols. Et en fait, on a déjà sur tout le territoire français de multiples camps qui servent à héberger déjà des populations très diverses. Tous ces camps commencent à s'organiser au mois de novembre et notamment à partir du 22 novembre 1940 où les autorités allemandes vont interdire l'exercice des professions ambulantes dans tout le territoire de la côte atlantique de la France. Dans l'exposition, vous avez une carte et vous pourrez voir que une grande partie des camps d'internement pour nomades en France se situe dans l'ouest de la France. C'est comme ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une implantation historique des Manouches, le groupe principal en France, dans ce territoire-là. Et aussi parce que donc la zone côtière doit être évacuée très rapidement. Donc on évacue les nomades, on évacue les forains, les marchands ambulants, mais aussi les étrangers et les juifs de cette côte. Et donc, voilà, c'est les départements qui sont les plus proches qui commencent à créer des camps d'internement. Ce sont les premiers à en créer. Donc ces camps en fait vont dépendre. Donc les Allemands donnent l'ordre, mais après ils s'occupent plus du tout de la gestion de ces camps d'internement en France. Donc ce sont les préfectures ou les sous-préfectures qui vont organiser ces camps. Le personnel qui dirige le camp, alors le chef de camp c'est souvent un militaire à la retraite ou en congé d'armistice. Ceux qui gardent le camp, ce sont beaucoup de gendarmes. Ça peut être aussi en zone urbaine, notamment à Montlhéry, donc en Seine-et-Oise, c'était des policiers. Et vous avez aussi des douaniers qui n'ont plus de travail avec l'occupation et qui vont garder un certain nombre de camps en France. Et à partir de 1943, notamment quand le service du travail obligatoire va être institué, on va recruter aussi des gardiens civils et ça va être des jeunes qui, pour ne pas partir travailler en Allemagne, vont préférer prendre un emploi de gardien de camp d'internement en France. Les témoignages montrent donc tout ceci s'est fait plus ou moins bien organisé et en général, le personnel de ces camps d'internement n'est pas très compétent. Il y a énormément de cas de malveillance, de corruption. Voilà, c'est aussi l'époque qui veut ça. Et voilà, on a constitué des camps d'internement avec le personnel qu'on pouvait trouver. Voilà, c'était pas totalement organisé.
Donc ce sont essentiellement des familles. Donc, en France, vous avez 2 cas d'internement familial, donc celui qui concerne les familles juives et celui qui concerne les familles tziganes. Donc ces familles françaises, parce qu'effectivement, elles sont, quand on étudie la population internée dans ces camps, on s'aperçoit très rapidement que 90% de ces internés sont de nationalité française. Ce n'est pas anecdotique de dire ça, ça a des implications. Ça veut dire que les hommes ont fait leur devoir, ont fait leur service militaire, et que donc vous avez une famille qui est internée dans un camp en France, et vous avez des hommes, donc le père, les frères, les oncles, qui sont au même moment prisonniers de guerre en Allemagne, dans des stalags. Et on retrouve dans les archives justement de la correspondance via la Croix-Rouge de ces prisonniers de guerre qui essaient de retrouver leur famille et qui vont apprendre donc, dans leur stalag que leur famille est internée dans un camp en France. Ça implique aussi le fait d'être de nationalité française, que vous avez aussi donc, dans ces camps, parmi ces internés, des hommes qui ont fait la Première Guerre mondiale, des anciens combattants qui ont le statut, qui ont eu cette reconnaissance d'anciens combattants. Certains ont été gazés pendant la guerre, et donc ils ont les pensions qui vont avec, et donc ce statut, mais ça ne va pas être un motif légitime pour libérer ces personnes des camps d'internement en France. Une caractéristique aussi de ces familles internées, c'est que vous avez un interné sur 2 qui a moins de 20 ans. Donc les jeunes sont vraiment sont en proportion très importante dans les camps d'internement pour nomades. Les camps d'internement pour nomades, comme tous les camps d'internement qui ont existé sur notre territoire, que ce soit pour les internés juifs, pour les résistants ou d'autres catégories d'internés, donc, comme je vous l'ai laissé entendre, étaient assez mal organisés. Et ce qui fait que les internés, en fait, ont vécu dans des conditions extrêmement précaires. Ils ont souffert de la faim, puisque le ravitaillement, déjà pour tout le monde, c'est quelque chose de compliqué. Mais alors, dans un camp d'internement, encore plus, vous avez le même système de carte d'alimentation. Mais là, intervient aussi des enjeux de pouvoir et financiers à cette époque. Le marché noir règne. Et il y a énormément de malversations. Et les internés... on sait aujourd'hui que la nourriture qu'ils auraient dû recevoir n'arrive pas toujours aux personnes qui auraient dû les recevoir. Ils vont souffrir aussi beaucoup du froid. Les hivers vont être très rudes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc les internés, la plupart, ils sont arrêtés en novembre 1940. Donc à l'automne, au début de l'hiver, ils ont le droit d'emporter très peu de choses. Donc tout ce qu'ils ont comme vêtements, comme couverture, ils le laissent à l'endroit où ils ont été arrêtés. Et donc très rapidement, ces gens certains vont rester internés jusqu'en 1946, ont peu de vêtements, et les vêtements donc ne résistent pas aux années qui passent, aux mois qui passent. Et en fait, il faut savoir aussi que c'est une catégorie d'internés qui va recevoir très peu d'aide de l'extérieur. Vous avez pas mal d'associations qui, à cette époque-là, pouvaient aider les internés, mais dans les camps d'internement pour nomades, vous avez la Croix-Rouge qui va intervenir et le Secours national, qui était une œuvre créée par le maréchal Pétain, qui va intervenir et apporter de temps en temps des vêtements, mais assez peu. Comme ce sont aussi des familles qui sont internées, souvent, c'est l'ensemble de la famille qui est internée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide de l'extérieur, et donc la famille ne peut pas envoyer des colis comme ça se passe pour d'autres catégories d'internés, et améliorer du coup l'alimentation notamment. Les conditions d'hygiène sont aussi très précaires. La vie quotidienne dans ces camps, c'est les adultes sont mis au travail, puisqu'il y a aussi toute une propagande du gouvernement de Vichy pour socialiser en fait ces nomades. Le but, c'est quand ils vont sortir des camps d'internement, ils ne reprennent pas la route. Donc on fait travailler les adultes à l'intérieur et à l'extérieur des camps. Les enfants, on crée des écoles à l'intérieur des camps. Et la religion, qui est très importante à cette époque-là, les curés vont venir à l'intérieur des camps. Et donc je vais finir en disant qu'il était possible d'être libéré de ces camps d'internement, mais il y avait beaucoup de conditions à respecter, et comme souvent, en fait, ce sont les gens qui ont de l'argent, qui ont une bonne situation, qui vont être les premiers à bénéficier de ces libérations. Mais les familles les plus précaires,
qui donc n'ont pas d'argent, donc n'ont pas de relations à l'extérieur pour trouver un emploi, pour trouver un domicile fixe, ne peuvent pas sortir. Et quand les internés sont libérés, en fait, ils sont assignés à résidence. Donc c'est une liberté toute relative. Même s'ils sortent du camp, ils restent assignés à résidence jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en mai 1946. Je vous remercie. Merci. Théophile Leroy. Alors, je vais expliquer d'abord un peu les choix faits dans cette exposition, l'organisation et aussi les archives qu'on a utilisées. Et puis, je parlerai ensuite du camp de Lina Montlhéry sur lequel j'ai un peu plus précisément travaillé. Et donc voilà, donc cette exposition, elle vise à faire comprendre la politique d'internement pratiquée, mise en œuvre par les autorités françaises vis-à-vis d'une population en fait identifiée et surveillée depuis le début du XXe siècle. Et de saisir aussi les spécificités d'un internement qui se caractérise par sa dimension familiale. Donc Marie-Christine Hubert l'a dit, mais c'est surtout des familles entières qui sont internées, donc ça pose des problèmes, des enjeux spécifiques à l'administration des camps. Et en fait, il faut revenir à la loi de 1912 pour bien comprendre la dimension familiale de cet internement-là, puisque en 1912, donc, la loi fabrique complètement 3 catégories d'itinérants. Et à travers cette loi, c'est en fait les nomades qui sont visés. C'est-à-dire qu'on va essayer de trier les bons forains des mauvais nomades. Et les nomades vont subir des mesures de contrôle jusqu'à la veille de la guerre. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que ces mesures de contrôle vont être tout de suite après-guerre repris. Donc dès 1946, enfin, les mesures de contrôle reprennent avec les mêmes pratiques de surveillance et l'usage surtout des papiers de contrôle et du carnet anthropométrique, du carnet collectif, et aussi de la plaque d'identité qui est la plaque d'immatriculation sur les roulottes. Et donc en fait, surtout, c'est aussi étonnant parce que c'est un cas assez rare dans la législation française de fabriquer une catégorie d'individus qui est soumis à un régime d'exception et qui relève du regard du ministère de l'Intérieur et des préfectures, et donc des gendarmeries et des polices. C'est-à-dire et ça implique ça a des conséquences très concrètes pour les familles itinérantes, puisque à chaque village, commune traversée, elles doivent présenter ces papiers, les faire tamponner. Donc on a vraiment la mise en œuvre d'une politique d'ostracisation et de stigmatisation de ces familles-là bien avant le début du conflit, du second conflit. Et en fait, dès le 6 avril 1940, donc l'état de guerre en France entraîne l'interdiction de circulation de ces familles nomades, mais aussi foraines. Et ça contribue aussi énormément à les appauvrir, puisque leur économie est fondée sur l'itinérance et donc sur des métiers saisonniers, donc fondée sur le déplacement. Donc dès qu'ils restent fixes, leurs ressources s'amusent. Donc ils sont déjà fragilisés quand les Allemands arrivent et envahissent la France et mettent en place du coup l'ordonnance du 4 octobre 1940 sur l'internement des Zigeuner, et que les Français traduisent par nomades, parce qu'ils traduisent par le terme de nomade. Et aussi, ce que je voulais dire, c'était que toujours sur la catégorie nomade, c'est qu'elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas en sortir de cette catégorie-là. Tous les enfants nés de parents porteurs du carnet anthropométrique sont inscrits sur le carnet collectif, et donc, même s'ils sont nés en France, ils sont soumis à un régime d'exception. Donc il y a une filiation de la catégorie nomade, et qui est inscrite dès 1912, et avec ces multiples aussi décrets ultérieurs, comme il y a de nombreuses lois dans l'entre-deux-guerres qui vont renforcer le contrôle des nomades sur le sol français, en particulier en 1931. Donc Pierre Laval, qui est déjà ministre de l'Intérieur, renforce la surveillance des nomades étrangers. Et donc voilà, c'était ce que je voulais dire un peu sur la loi de 1912 et justifier le fait de remonter en fait jusqu'au début du XXe siècle pour expliquer une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, et de battre en brèche un peu l'idée selon laquelle les Allemands seraient arrivés et auraient déjà imposé leur définition, leur conception des Zigeuner. Il y avait déjà un savoir-faire et une ingénierie de contrôle et de surveillance de ces familles-là sous une période républicaine. Donc c'est la Troisième République qui prend cette mesure, qui vote cette loi et qui prend la mesure du 6 avril 1940 d'interdiction de circulation.
En ce qui concerne donc l'organisation de l'exposition, donc elle est en deux, il y a deux salles, et je pense que vous avez dû remarquer, mais la première salle adopte une perspective plus chronologique, donc avec ce qui se passe avant la guerre, puis le déclenchement, avec l'internement en zone occupée dont Marie-Christine Hubert a parlé, et l'internement en zone sud dont Alexandre, que Alexandre va évoquer. Et ensuite, après, des focus sur les principaux camps ou les plus significatifs, c'est-à-dire donc moi j'ai travaillé sur le camp de Lina Montlhéry, et ce qui est intéressant avec ce camp, c'est que c'est un des premiers à être créé, donc il est érigé en urgence en novembre 40 et accueille en fait des familles nomades et foraines qui ont été arrêtées près des régions normandes côtières. Donc les Allemands voulaient contrôler le littoral atlantique puisqu'ils étaient toujours en guerre avec l'Angleterre, donc ils voulaient vraiment sécuriser ces territoires-là, et ils ont ordonné le déplacement, le refoulement vers l'intérieur des terres de ces familles itinérants. Et donc, ils ont été d'abord arrêtés, rassemblés à Darnétal, donc dans la banlieue de Rouen, et ensuite transférés par convoi ferroviaire le 27 novembre 40. Et ils sont arrivés sur un autodrome désaffecté, très isolé, sur un plateau où il faisait froid, enfin, on était en plein hiver. Et donc ce camp-là a été pris en charge par les autorités françaises. Et surtout, il était situé en région parisienne, ce qui posait pas mal de problèmes pour les Allemands qui ne voulaient pas tellement qu'il y ait une structure qui mobilise beaucoup de gendarmes et beaucoup de forces de police, parce que c'était des policiers, pardon, à Lina Montlhéry, donc de forces de police trop importantes qui pourraient être mieux utilisées ailleurs. Donc ils ont essayé de nombreuses reprises de démanteler le camp et de transférer ces nomades, et on a montré dans l'exposition le cas, la lettre donc, de la Feldkommandant Tour, du Feldkommandant de Saint-Cloud, qui émet l'hypothèse de la déportation de ces 200 personnes vers les territoires de l'Est, donc vers la Pologne. Mais après, cette mesure n'est pas adoptée. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc sur le choix des documents, un des enjeux importants de cette exposition, c'était surtout de donner de faire entendre la voix des internés, donc à travers surtout des témoignages audiovisuels des survivants, mais aussi des écrits des internés, parce que quand ils sont dans les camps, les familles s'organisent et ne restent pas passives face à leur situation, et tentent d'y remédier en améliorant leurs conditions de vie ou en essayant de sortir du camp, de sortir légalement du camp. Donc pour sortir du camp, il fallait justifier d'un domicile fixe et d'un emploi. Donc ce que les familles ont essayé de trouver vite. Et il faut savoir aussi qu'il y avait... tous les internés n'étaient pas égaux, c'est-à-dire que les familles foraines avaient plus de ressources pour sortir, et on le voit aussi dans les écrits des internés. Ils s'adressent à l'autorité, donc ils s'adressent souvent, on a le cas d'un document où ils s'adressent directement au maréchal Pétain. On a aussi le cas où ils s'adressent aux Allemands, parce qu'ils ne savent pas très bien sous quel ordre ils ont été internés. Donc on voit cette incompréhension de ces familles face à leur situation. Et Marie-Christine Hubert l'a dit, mais c'est vrai que dans ces lettres-là, ils font mention souvent de leur attachement à la France, donc comme s'ils ont fait la Première Guerre mondiale, ils l'écrivent, s'ils ont été décorés, qu'ils sont pères de famille, enfin voilà, toutes les valeurs qui peuvent mettre en avant, qui seraient susceptibles de les faire libérer. Pourtant, souvent, ces demandes restent lettres mortes, et elles sont libérées. Alors il y a des cas de libération à Montreuil-Bellay en 1943 pour des soucis de ravitaillement, et donc on va libérer les familles foraines belges qui vont braver l'interdiction d'assignation à résidence et retourner en fait vers le nord, où là elles vont être attrapées. Donc le nord et le Pas-de-Calais qui relèvent du commandement militaire allemand de Bruxelles. Et donc ça c'est l'histoire du convoi Z que Monique Edbeau pourra plus en détail évoquer. Donc voilà, c'était vraiment mettre l'accent sur la parole de ces témoignages à travers donc les lettres et les demandes de libération, et les témoignages recueillis par Raphaël Pilosio notamment. Donc voilà, après on a aussi pris en compte donc différentes archives, des archives photographiques notamment. Donc il faut savoir que ces archives-là sont assez rares pour
pour les camps d'internement, on a, à chaque fois, c'est un producteur spécifique. Par exemple, à Montreuil-Bellay, ce sont les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, internées volontaires, qui veulent documenter leur action auprès des enfants, notamment, et l'éducation religieuse qu'elles font aux enfants. Il y a aussi les différentes visites de la Croix-Rouge, par exemple au camp de Jargeau, c'est la Croix-Rouge qui prend ces photographies-là. Voilà, à Rivesaltes, ça va être Friedel Bonnereiter, qui est une infirmière suisse qui œuvre dans le camp. Donc les sources iconographiques des camps d'internement sont assez rares, et puis il faut à chaque fois regarder un peu la personne qui a pris la photo, savoir d'où elle vient, et donc c'était un travail aussi pendant cette exposition. Et on a essayé aussi... oui. Non, mais j'ai pas. Voilà, c'était aussi. On a utilisé des documents administratifs, puisque voilà, le camp d'internement est un lieu de confrontation entre les familles internées et l'administration, et donc à ce titre, ça génère énormément d'archives, de listes, de rapports, d'états, de rapports d'évasion. Voilà, donc c'est des archives qui sont très riches et qui en fait se trouvent dans les archives départementales, là où étaient situés les camps. Merci Théophile. Alors c'est moi qui distribue la parole, mais de toutes les personnes que vous avez devant vous, je suis celui qui connaît le moins cette histoire. Ma spécialité, moi, c'est la Shoah en France. J'ai été amené à travailler, à faire l'histoire du camp de Rivesaltes, donc c'est naturellement, j'allais dire, que les internés nomades sont arrivés sur la table des archives que je consultais. Et une chose qu'on ne sait pas toujours quand on parle des internés en zone sud, alors quelle que soit leur catégorie administrative finalement, c'est qu'au départ, au mois d'octobre 40, octobre-novembre 40, quand les premiers internés entrent dans les camps que vous connaissez tous, les grands camps à Agde, d'Argelès, ceux qui avaient déjà vu passer les Espagnols, ces internés, eh bien justement, ma première surprise, ça a été de constater qu'on trouve... Oui, on trouve des juifs, bien sûr, des juifs étrangers uniquement. On trouve des étrangers qui ne sont pas juifs, qui sont des Polonais du bassin minier du nord de la France, par exemple. Et on trouve des nomades français. C'est pour ça que le titre, comme Emmanuel Filleul l'a si bien rappelé, le titre était capital. C'est une histoire française, effectivement, au sens où, vous l'avez dit, les exécutants sont français, en zone occupée ou en zone libre, et les victimes, en tout cas en zone libre, sont ultra majoritairement des Français. Alors, en m'intéressant à ces premiers arrivants dans les camps, donc ceux qui allaient remplir le camp de Rivesaltes au mois de janvier 41, mais qui avaient d'abord connu le camp d'Agde, voire celui d'Argelès. Là, on est en octobre 40. J'ai été amené à m'interroger sur leur provenance. Alors c'est assez facile finalement, puisque les archives sont assez abondantes pour le camp de Rivesaltes et pour tout un tas d'autres camps. Il y a un fichier, il y a des notices individuelles, des registres, etc. Donc on peut savoir d'où venaient ces gens, et effectivement la plupart de ces internés sont originaires de l'Alsace-Moselle. Donc soit ces gens ont été expulsés par les Allemands, sur ordre des Allemands en tout cas, à partir de l'été 40, tout ça c'est très bien expliqué dans l'expo, voire quelquefois tout simplement sont partis en 39, en septembre 39. S'ils habitaient trop près de la frontière, toutes les populations ont été évacuées dans une bande de quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres je crois. Et troisième voie, c'était l'exode de mai-juin 40, où là tout le monde est parti sur les routes, plusieurs millions de réfugiés se trouvent dans le sud de la France au mois de juin, parmi lesquels évidemment il y a nécessairement aussi des nomades. Donc, curieusement, les nomades et les juifs étrangers ont été arrêtés au même moment et souvent arrivés dans les mêmes convois que les préfets faisaient partir de chez eux. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'elle est assez inégale selon les régions. C'est-à-dire que, vous le savez déjà, l'expo le montre aussi, tous les nomades n'ont pas été internés en France. Tous les juifs étrangers n'ont pas été internés en France non plus à cette période. Ça, c'est le fait du prince. Ce sont les préfets dans chaque département qui décident, parce qu'ils en ont les moyens, Vichy leur a donné la possibilité légale de le faire, de faire des listes de personnes à éloigner.
on ne dit pas encore interner, là il s'agit juste de faire partir ce qu'on appelle assez rapidement, y compris dans les textes de loi, les indésirables. Alors dans l'expo, vous avez pu voir une circulaire, alors je sais c'est pas toujours très glamour de lire ce genre de document, assez austère, mais en fait on trouve peu, en tout cas moi, mes collègues pourront peut-être rebondir, on trouve peu de documents qui justifient légalement l'internement de ces populations à la fin de l'année 40 en zone libre. La circulaire, la seule que j'ai trouvée de mon côté, c'est une circulaire de septembre 40, de la fin septembre 40, qui cible non pas encore les indésirables de toutes, de toutes origines, mais les réfugiés. Tous les réfugiés qui sont présents en zone sud et que le gouvernement de Vichy ne peut pas rapatrier en zone occupée, soit parce que les Allemands refusent, que ce soit les Juifs, les nomades, les Noirs aussi, il y a explicitement des ordres sur l'interdiction de repasser la ligne de démarcation pour les gens de couleur. Vichy se retrouve avec plusieurs milliers de personnes qu'il ne peut rapatrier en zone occupée, environ 10 000 personnes, parmi lesquelles se trouvent donc des nomades qui se trouvent être des Français. Et c'est ça qui est confondant dans l'histoire de ce camp de Rivesaltes, qui est un camp pour étrangers. Dans ce camp pour étrangers, les seuls Français, ce sont les nomades. Et ils sont finalement assez nombreux, puisque j'ai fini par compter 1400 internés nomades qui, de fait, n'auraient jamais dû se trouver dans ce camp pour étrangers. Alors, pourquoi ils se trouvent là? C'est parce que c'est un camp familial, Marie-Christine vous l'a dit, cette dimension est capitale. Les nomades sont, comme les Juifs étrangers de cette période, arrêtés en famille et envoyés à Agde, puis à Argelès et finalement à Rivesaltes. Ensuite, ils seront transférés au Barcarès et finalement à Salier et à Gurs quand le camp de Rivesaltes fermera en novembre 1942. Donc il y a des parallèles entre l'histoire des Juifs et des Tziganes à cette époque, c'est cette concomitance de leur arrestation, les premiers en tout cas, au mois d'octobre 40. Maintenant, il y a une chose qui m'a surprise quand j'ai découvert cette histoire. Autant sur les Juifs, il y a quantité de textes qui justifient les persécutions, l'internement, l'éloignement, les interdictions professionnelles. Autant finalement, quand je me suis mis en quête des documents qui justifiaient cet internement, je me suis heurté à un mur. Je n'ai trouvé donc que cette fameuse circulaire sur les réfugiés. Et finalement, à lire tous les rapports des préfets qui font écho aux plaintes de maires de différentes petites communes, dans tous ces courriers, dans les procès-verbaux des gendarmes, ce qui est vraiment atterrant et surprenant, c'est qu'on n'a même pas besoin de justifier la décision d'éloigner, entre guillemets, ces personnes. Ça semble aller de soi. C'est quelque chose d'assez surprenant quand on fait l'histoire d'une persécution comme celle-là. Et y compris la circulaire que vous avez reproduite dans l'expo, cette circulaire sur les réfugiés du 29 septembre 1940, il n'est pas dit qu'elle ait été largement connue, parce qu'entre-temps, une autre circulaire avait remplacé celle-ci, le 10 octobre 40, qui là prescrivait cette fois non plus la gestion des réfugiés qui posaient problème, qu'on ne pouvait rapatrier de la zone libre à la zone occupée, mais cette fois il s'agissait d'indésirables. Ce sont les mêmes personnes, ces réfugiés qui sont là, dont le gouvernement ne sait que faire. Ces réfugiés se retrouvent en position d'indésirables. Mais ces réfugiés ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont tous étrangers. Vichy n'interne pas de juifs français en zone libre à cette époque. Ce n'est vraiment pas encore le moment pour le gouvernement de Vichy. Les nomades sont français, ils sont internés et finalement, ce serait, vous me contredirez peut-être tout à l'heure, mais ce serait un vrai sujet de recherche d'établir les bases exactes de cette persécution en zone libre. En fait, s'agit-il d'une persécution qui est vraiment 100% arbitraire parce que le socle législatif est très léger? C'est une question qui reste pendante et justement, lorsque plus tard, en 1943, lorsque le camp de Salier fonctionne déjà depuis un an, le ministère de l'Intérieur est obligé de répéter au préfet que tous les nomades de zone libre ne peuvent en aucun cas être envoyés à Salier. Parce que déjà, c'est un camp qui n'est prévu que pour 300 personnes et que ce n'est pas le sujet. Et du coup, il est obligé de rappeler donc, au préfet, j'ai recopié le texte,
Le camp est exclusivement réservé aux nomades, c'est-à-dire aux seuls individus pourvus d'un carnet anthropométrique. Vous avez pu voir déjà dans l'expo toute cette histoire de différence entre forains, marchands ambulants et nomades qui n'ont pas le même statut administratif. L'internement au camp de Saliers, là on est au 21 juillet 1943, devra toujours être prononcé par arrêté pris en application du décret-loi du 18 novembre 1939, modifié par la loi du 15 octobre 1941. Alors ce décret, en fait, n'a rien à voir avec les nomades, c'est le décret relatif aux mesures à prendre à l'égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. Donc là, on se rend compte que peut-être à cette période, le ministère de l'Intérieur s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur les justificatifs légaux à apporter à cet internement. Parce que quand on s'intéresse aux Juifs en particulier, les Juifs, quand ils sont arrêtés à cette période, c'est en vertu d'une circulaire donc du 10 octobre 1940 qui prescrit leur internement en tant qu'étrangers indésirables sans ressources. C'est-à-dire que les Juifs étrangers qui sont arrêtés à cette période, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens de subsistance et que pour le gouvernement de Vichy, il est impossible, il est hors de question de continuer à payer des pensions, des subsides à ces populations. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense avoir dépassé. Et je laisse la parole à Monique Edbeau qui va conclure cette séance de questions. Alors, je vais donc vous parler de la déportation des Tziganes du Nord-Pas-de-Calais et j'emploie sciemment le terme Tzigane parce que les Allemands ont traduit nomade par Tzigane par Zigeuner. Et ceux qui ont été arrêtés l'ont donc été en tant que Zigeuner, en tant que Tzigane. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nomades du nord de la France et de la Belgique ont connu le même destin tragique car ils vivaient dans la zone rattachée au haut commandement militaire de Bruxelles, en lien direct avec Berlin. Et ce sont les Allemands qui ont imposé, indépendamment de la convention d'armistice, ont imposé que ces deux territoires, Nord-Pas-de-Calais et Belgique, forment une seule zone. L'enjeu d'un tel découpage était non seulement stratégique et économique, mais il correspondait également à la vision nazie et raciale d'une Europe nouvelle, d'un Reich avec des marches germaniques. Donc les marches germaniques, Nord-Pas-de-Calais, Belgique, Pays-Bas. Et ce qui fait que le Nord-Pas-de-Calais a connu une situation différente du reste de la France, situation qui a été largement exposée par mes prédécesseurs. Alors, dans cette zone, les nomades, Tziganes, ont été expulsés de la zone côtière, au même titre que les Juifs, au même titre que la population locale, et ça, c'est pour ne pas gêner en fait les opérations militaires. Ça signifie aussi qu'ils ne sont pas assignés à résidence, ils ne sont pas internés, à la différence du reste de la France. Et cette situation leur donne l'illusion, on va dire, d'une sécurité toute relative. Ce qui fait qu'un certain nombre de familles internées, par exemple à Montreuil-Bellay, n'ont eu de cesse de revenir dans le nord de la France et ensuite en Belgique, là où elles avaient des ancrages familiaux très forts. Et c'est là où on va trouver Joseph Toloche, dont l'itinéraire a inspiré le cinéaste Tony Gatliff dans le film Liberté. Donc ces familles belges internées à Montreuil-Bellay ont fait intervenir le consul de Belgique, ont fait des pieds et des mains pour remonter dans le nord, et c'est là où ils vont être pris. Alors, jusqu'à présent, cette situation, donc je vous ai dit, est relativement tranquille pour les nomades, mais va être promulgué en Allemagne le décret d'Auschwitz du 16 décembre 1942, et là, c'est le signal de la déportation de masse de tous les Tziganes d'Allemagne et d'Europe. Cette décision est tout d'abord appliquée dans le Reich, puis elle est ensuite élargie le 29 mars 1943 aux Tziganes du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Donc ces marches germaniques dont je vous ai parlé. Et finalement, il y a quand même un temps de décalage entre mars 1943 et l'automne 1943. C'est là où vont intervenir les arrestations. 350 hommes
enfin plus de 350 hommes, femmes, enfants sont raflés, parce qu'il y a eu des évasions. Donc ils sont raflés dans la zone rattachée à Bruxelles, et parmi lesquels 145 vont être enregistrés en tant que Français à Birkenau. Ces familles sont arrêtées, transférées, internées dans les prisons les plus proches, près des villes où il y a eu les arrestations. Elles sont ensuite transférées, regroupées dans un camp de rassemblement en Belgique. Celui de Malines, c'est une ville flamande entre Anvers et Bruxelles. C'est une plaque tournante de la déportation raciale et c'est l'équivalent de Drancy. On connaît tous Drancy, mais le camp de rassemblement de Malines est très très peu connu en France. Et il faut savoir qu'à Malines, 28 convois d'environ 1000 personnes ont démarré entre le 4 août 1942 et le 31 juillet 1944, soit 25 267 déportés raciaux. Ça, c'est le travail de Laurence Schramm, l'historienne de Malines. Et parmi ces plus de 25 000 déportés raciaux, on trouve 352 tziganes. Et ces tziganes vont être déportés par ce convoi Z que j'ai étudié plus précisément. Ce convoi va démarrer le 15 janvier 1944. Ça veut dire que ceux qui ont été arrêtés à l'automne 1943 sont restés à Malines jusque ce 15 janvier 1944. Le convoi était constitué de plus de 75% de femmes et d'enfants de moins de 15 ans. Donc c'est une déportation collective et familiale. Et c'est le seul convoi de déportation à ce titre à destination de Juifs. Donc là, il y a des questions encore qui se posent aux chercheurs. Ils arrivent tous à Birkenau, dans le camp, ce qu'on appelle le camp des familles. C'était le camp des tziganes, mais qui a été appelé le camp des familles parce qu'ils sont restés en famille dans ce camp. Le camp n'est pas encore achevé à cette date. Ce qui donne à penser des conditions pour ces familles avec des très jeunes enfants et des nourrissons. Ils ne sont pas sélectionnés à leur arrivée le 17 janvier 1944, mais en revanche, ils sont rasés, immatriculés, et sur le bras, ils ont leur numéro, bien sûr, mais il est précédé d'un Z pour Zigeuner. Et il y a une liste à Malines établie avec les noms, c'est la liste des Zigeuner. Et donc, ce Z précède leur numéro matricule qui a été tatoué. Les femmes et les fillettes subissent quelques jours après leur arrivée un examen gynécologique et une stérilisation avec du formaldéhyde dans le bloc 10, là où opère Mengele. Donc, on connaît Mengele, mais il y avait toute une équipe de médecins avec lui. Et Mengele travaillait en liaison avec un professeur universitaire, médecin, Ottmar von Verschuur, dont on a aussi très peu parlé. Il y a toujours une focalisation sur Mengele, mais Mengele n'était pas tout seul. Ça, il faut vraiment le dire et le souligner. 3 à 4 naissances ont lieu au minimum dans ce camp de famille. Et vous comprendrez que ce camp se transforme très très vite en mouroir en raison du froid continental de la Pologne, la promiscuité, les épidémies, les sévices et la faim. C'est ce que les déportés appellent la mort lente par opposition à la mort immédiate à la descente du train. En août 1944, les quelques 3000 tziganes arrêtés dans le Reich et les zones occupées vivent encore dans ce camp des familles. Parce qu'ils sont en attente de leur devenir. Mais ces 3000 sont éliminés dans la nuit du 2 au 3 août et l'une des raisons avancées pourrait être l'arrivée massive des Juifs hongrois. Il fallait faire de la place. Et parmi les tziganes gazés cette nuit-là, un tiers appartenait au convoi Z. Alors certains ont réussi à passer ce cap fatidique des 3 mois de l'adaptation à la vie concentrationnaire et ils sont jugés aptes au travail, arbeitsfähig. J'ai recensé dans ma recherche 68 hommes et femmes qui ont été progressivement transférés entre avril et août 1944 dans des commandos de travail via Buchenwald pour les hommes, via Ravensbrück pour les femmes. Il faut voir que les nazis allaient puiser de la main-d'œuvre à Buchenwald et Ravensbrück. Et il y avait l'Arbeitsstatistik qui fournissait selon la demande des entreprises. Alors, ces 2 camps de concentration sont donc des plaques tournantes pour répondre aux besoins en main-d'œuvre du Reich qui est entré dans la guerre totale à partir de la défaite de Stalingrad en février 1943.
Les hommes et les adolescents sont envoyés à Dora, Elrich pour la fabrication des armes de représailles, V1, V2, que vous connaissez tous, Ohrdruf aussi, pour ne citer que les principaux. Les femmes sont dirigées vers le camp de Flossenbürg, vers les commandos de Schlieben, Altenburg, Taucha, et ils œuvrent essentiellement pour la HASAG, c'est la production de matériel de guerre. Alors, la sélection des déportés est opérée en règle générale en fonction de leurs compétences et de leurs qualifications techniques. Ça signifie que les tziganes, souvent, sont affectés à des travaux non qualifiés, particulièrement éprouvants, terrassement, déchargement de péniches, etc. Alors, dans ce convoi Z, 32 seulement sur 352 ont survécu, soit moins de 10%, et là, je ne compte pas les naissances. 19 hommes, 13 femmes, parmi lesquels 2 garçons et une fillette de moins de 15 ans. Et j'ai là une pensée particulière pour Antoine Lagrenet, qui n'avait pas 13 ans quand il a été arrêté près de Douai, et pour Joséphine Lagrenet, qui avait 15 ans. Et là, je salue sa famille qui est présente, parce qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont livré leurs témoignages, et grâce à eux, et grâce à d'autres témoignages, mais surtout Antoine et Joséphine, j'ai pu parler du convoi Z, mais pas seulement au travers de l'administration, au travers des bourreaux, mais j'ai pu parler de ces 2 témoins nageurs. Il en reste 3 actuellement, Antoine et Joséphine, et un autre témoin aux Philippines. Mais vraiment, je salue beaucoup ces 2 témoins et la famille d'Antoine et de Joséphine qui sont là. Merci. Merci Monique. Vous allez avoir la parole dans un instant, mais Gigi Bonin, vous avez, je crois, juste un petit mot à ajouter sur cette question d'Auschwitz. Oui, juste pour être complet, tout l'exposé était très clair. Il y a juste un petit oubli, c'est que ce qui s'est produit à Auschwitz, vous savez qu'à Auschwitz, il y a eu 2 révoltes uniquement, une du Sonderkommando, et la seconde a été la révolte du 16 mai, justement du Zigeunerfamilienlager, où visiblement un capot a entendu dire que les SS allaient venir prendre les gens pour les amener dans les blocs pour les gazer. Et donc les hommes ont démonté les chalices, sont armés comme ils ont pu, et se sont battus toute la nuit avec les SS qui n'ont pas pu exterminer les gens cette nuit-là. Donc il est tout à fait possible que l'extermination des 2794, je crois, personnes dans la nuit du 2 ou 3 août soit aussi un acte de vengeance de la part de la SS. Voilà. Mais j'ai simplement envie de dire que la fin du camp des familles était programmée bien avant, justement, le 2 août 1944. Merci. Nous avons à peu près 40 minutes de questions. Donc, s'il vous plaît, évidemment, des questions courtes. Je vous écoute. Est-ce que, en particulier, il y a eu des demandes de réparation faites devant la justice en France? Comment, s'il y en a eu, et comment elles ont été traitées, et quel est l'état à l'heure actuelle de cette question des réparations? Un ami, un chercheur qui n'est pas là, Ilsen About, tout récemment, a lancé, proposé un programme de recherche sur cette question que vous soulevez, monsieur, à juste titre. Et en particulier, comme ce qui s'est passé à travers la commission Matteoli concernant la spoliation des biens des victimes juives en France, eh bien, cet ami collègue a souhaité, a demandé, enfin, qu'il y ait aussi cet aspect auprès de l'État soit abordé. Bon, parce qu'il n'y a pas eu de commission. Donc, il n'y a pas eu de réparation. Je pense, j'ajoute une chose, et ça, sans doute, mes amis interviendront. Il y a eu des demandes, mais pas, je pense à des démarches qui ont été entreprises par la Suisse, par les États-Unis, qui ne provenaient pas forcément d'ici, de France,
mais de ces pays, pour des réparations auprès de l'Allemagne, de l'État allemand, enfin, pour les tziganes, et qui touchait aussi un certain nombre de personnes, de tziganes, internés ou, tu viens d'en parler, déportés. Alors, c'est sporadique. Il y a eu j'ai été au courant de ces démarches-là. Bon, il y a 15 ans, 20 ans, hein, par la Suisse en particulier, etc. Bon. Mais je ne peux pas en dire plus, de manière, comment dirais-je, synthétique, faire le point sur ça. Mais maintenant, en ce qui concerne l'État français, n'est-ce pas? Eh bien, l'ex-président Hollande, François Hollande, a fait entendre officiellement, donc dans le discours qu'il a tenu, la reconnaissance et la faute et la responsabilité qui incombait à l'État français de Vichy, l'État français, d'avoir donc interné, mais il n'y a pas eu la suite, c'est-à-dire commission, voilà. Je m'arrête. Jérôme Bonin. Alors, je vais vous répondre beaucoup plus simplement. On est 70 ans après, il n'y a rien eu de fait, il n'y a pas eu de reconnaissance, voilà, c'est pas enseigné dans les manuels scolaires, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une image, voilà, d'une part. D'autre part, il y a eu en effet un peu des avancées, le discours d'Hubert Falco, le discours de Hollande, etc., mais ce sont des discours. Et donc, c'est bien, il faudrait qu'on s'en contente, mais bon, voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de réparation? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire ne savaient pas aller faire les démarches. C'était très compliqué. Après, il y a eu une forclusion qui a été assez longue jusqu'en 68. Et quand les gens sont retournés faire des demandes, systématiquement, on leur a répondu « Mais monsieur, de quoi nous parlez-vous? Ça n'a pas existé ». On a des mairies où le maire de l'époque savait exactement qu'il y avait un camp à côté. Il le sait d'autant plus pertinemment que son frère est marié avec une calée du village. Et donc, voilà, le mec, il peut pas nier ça. Mais il répond tranquillement à monsieur Louis Duville que « Monsieur, ça n'a jamais existé ». Fin de l'histoire. Donc les quelques choses qui ont été faites ont été en effet des réparations. Alors c'est beaucoup le père Fleury, par exemple, des gens comme ça, qui sont occupés de ce genre de choses et qui ont fait les démarches à la place des personnes. Voilà. Sinon les personnes elles-mêmes c'est compliqué. Et d'autant plus que pour faire les démarches, il fallait aller où? Il fallait retourner en gendarmerie, voir les gendarmes qui vous avaient gardé. Donc voilà, t'oublies quoi. J'ajoute, je te donne la parole tout de suite, pardon. J'ajoute que la carte d'internés et déportés politiques, 1947, instituée, internés et déportés politiques, qui visent et les juifs, internés et déportés politiques, vous comprenez l'aberration, et les tziganes, les nomades, a donné la possibilité à ceux qui ont eu qui ont été informés, et qui ont pu faire dans les arcanes de l'administration, faire les démarches, obtenir la carte d'interné, qui donnait droit à certaines choses. Monique? Alors, c'est effectivement un sujet qui est abordé, qui a fait l'objet de recherches récentes, parce qu'au camp de Malines, il y avait un représentant de la Deutsche Bank qui venait très très régulièrement pour comptabiliser ce que les Juifs avaient avec eux. Donc je vous ai dit que l'essentiel, plus de 25 000 Juifs ont transité par Malines, mais les Tziganes qui étaient à Malines avaient également de l'argent, avaient des biens, et ça a été comptabilisé. Et Laurence Schramm, plus précisément, a étudié cette question et elle a vu aussi qu'il y avait du détournement par les Allemands à l'intérieur de la caserne. Mais donc, on peut vraiment faire une estimation de ce que les Tziganes avaient quand ils étaient à Malines. Et ça, c'est un sujet qui mérite vraiment un développement. Et qu'on parle de la spoliation des Tziganes au même titre qu'on parle de la spoliation des Juifs. Et ça, c'est à faire. Ah, Christine. Oui, moi je pourrais rajouter qu'il y a en fait une démarche très, très facile à faire, c'est-à-dire que avec l'expérience de la mission Matteoli, on a découvert pour les camps d'internement en France, on a pu retracer le parcours de l'argent qui a été spolié aux personnes internées, en fait, qu'ils n'ont pas récupéré quand ils sont partis des camps,
parce que bien souvent, pour les Juifs, en tout cas, ils étaient déportés. Et en fait, on a retrouvé cet argent bien ordonné par l'administration française sur les comptes de la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est en fait notamment grâce à cet argent qu'on a redécouvert à peu près 65 ans après que justement le mémorial aussi, et que la Fondation pour la mémoire de la Shoah a pu exister. Et donc on peut faire exactement ce même travail assez rapidement à mon sens concernant l'argent des internés nomades dans les camps d'internement pour nomades. Moi je suis quasiment certaine que ça a suivi exactement le même circuit, mais effectivement personne jusqu'à présent ne s'est penché sur ce sujet-là. Oui, et j'ajoute... On va laisser la parole peut-être à la salle, parce que j'ai demandé des questions courtes. Il faut qu'on donne l'exemple. J'ajouterai que le moindre petit bien, si modeste soit-il, pour une famille, roulotte ou pas, mais moins comme pour les victimes juives, pauvres, modestes, c'est quelque chose aussi. C'est quelque chose. Madame. L'indemnisation est un vaste sujet. Je vais juste pointer quelques petits aspects. Lorsqu'on leur a pris leurs chevaux, divers biens qui ne pouvaient pas être comptabilisés ou prouvés par la suite, les nomades n'avaient pas, comme les Juifs, la possibilité d'avoir dans des écrits les preuves de ce qu'ils possédaient. La plupart des Roms, par exemple à Montreuil-Bellay, sont sortis avec des galbes, il y avait des pièces d'or sont sorties, c'est surtout des manouches qui sont restées. Pour tout ce qui concerne leurs biens, c'est vrai que je ne suis pas trop au courant. Par contre, comme j'étais très liée avec le père Fleury, qui souhaitait que je publie son journal d'aumônier du camp de Limoges, ça sera sans doute publié un jour, il avait tenu une liste de tous les internés. Ça a permis par la suite, et Jacques Sigaud avec qui il a travaillé, Jacques Sigaud a obtenu beaucoup de cartes d'internés, de déportés à d'anciens internés qui de toute façon ont touché des sommes dérisoires. Mais ce dont je voudrais parler, c'est de quelque chose de beaucoup plus grave, qui sera un jour sans doute soulevé. C'est des sommes gigantesques que l'Allemagne a versées, qui sont restées bloquées dans un compte à la Banque de France. Certains dossiers plus ou moins bien faits, plus ou moins exacts, ont permis à d'anciens internés tziganes de toucher un peu d'argent. Mais l'essentiel de cette somme n'a pas été distribué. Aucun commissaire au compte n'a été désigné par l'État. Les Roms à Paris, je ne donnerai pas de nom, mais ont refusé de prendre les signatures parce que c'était une trop grosse responsabilité. Et cet argent est toujours quelque part. Voilà, alors là, ce serait trop long d'en débattre, mais il y a un véritable scandale à soulever dont beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et avec le père Fleury, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais il y avait aussi des choses assez dangereuses autour. Notamment, il y a eu l'intervention d'un certain Lionel Rotaru et d'un certain Jacques d'Auvergne qui se faisait appeler Vancorouda, des escrocs à l'identité et des escrocs tout court. Voilà, les pistes, je soulève ces pistes, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais il y a un très très gros scandale là. Je voudrais aussi rendre hommage à Jacques Sigaud, qui n'est pas là parce qu'il est pas en bonne santé, mais franchement, c'est vrai que les recherches pendant lesquelles on s'est battu pendant 38 ans, je suis très contente de voir qu'elles sont reprises et qu'elles aboutissent à un développement des choses. Mais il faudrait creuser cette question de l'argent, qui est loin, loin, loin d'être ouverte. Je ne vais pas répondre à votre question, madame, mais avant la prochaine, je tenais juste à dire qu'il ne faut pas croire que les Juifs ont pu prouver facilement ce qu'on leur avait pris. Attention, ça a été... l'histoire nous le dira quand on aura fait la mission, effectivement, de recherche d'expoliation des nomades. Mais pour l'instant, on ne pouvait pas dire que ça a été plus facile. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, j'ai une question toute simple, bonsoir. Est-ce que finalement la répression contre les nomades sous la période de l'occupation aurait eu la même intensité sans ce qui avait été fait précédemment sous la République ? Parce que vous l'avez mentionné, recensement 1895, le rôle que jouent les brigades mobiles dans
la photographie, l'identification des nomades, puis le carnet anthropométrique. On pourrait ajouter à ça les échanges d'informations entre police sur les nomades. Donc est-ce que c'est pas finalement, pour être un peu provocateur, la République qui favorise tout cela, ou en tout cas qui prépare activement cette répression? Théophile, vous n'avez pas encore parlé? Oui, alors oui, c'est effectivement ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est de dire que voilà, enfin, la loi de 1912, elle est votée sous un régime républicain, et donc ça prépare aussi le terrain, si vous voulez, à la mise en camp en période de guerre. Surtout que ces pratiques de contrôle qui se sont systématisées en fait sur tout l'ensemble du territoire dans les années 20-30 et qui notamment avec le carnet anthropométrique, le carnet collectif, contribuent à un savoir-faire, on va dire, de la police républicaine et de les gendarmeries dans le contrôle de la présence nomade et foraine. Et donc en temps de guerre, ils savent très bien où aller les trouver. Voilà, mais c'est effectivement l'origine, c'était c'est une des origines aussi de l'internement. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans une première partie de l'exposition. Mais vous avez raison de le souligner, c'est effectivement une loi où j'ai essayé de le dire tout à l'heure, qui fabrique une catégorie d'internés qui en fait la catégorie nomade a un caractère performatif, c'est-à-dire qu'en la créant juridiquement, elle va avoir une existence concrète, donc pour des familles et à qui est attribuée justement cette identité nomade. Et donc voilà. Je voudrais... Rapidement, s'il vous plaît. Oui. Marie-Christine me disait que c'est la première mise en œuvre à l'égard d'une catégorisation précise des nomades que déploie la République. Alors, elle a vraiment, en utilisant des moyens très, très conséquents à partir de 1895 et surtout 12, de fichage, d'identification, etc., suivi, hein, n'est-ce pas, sur des générations et des générations. Donc, oui, pour répondre à Pierre Piazza, oui, et qui perdure après la guerre, bien après, et j'ajoute que ce que j'ai évoqué au passage tout à l'heure, c'est que les fonctionnaires sous Vichy, ce sont des fonctionnaires formés sous la Troisième République. Policiers, gendarmes, etc. etc. Donc, vous voyez, hein, il y a une certaine... il faut resituer aussi par rapport à justement à ce qui s'est développé, déployé comme mode d'identification et de contrôle, de surveillance, etc. à l'égard sous la Troisième République. Question suivante. Oui, bonsoir. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi autant de temps et pourquoi maintenant? Parce que je trouve c'est une bonne chose, hein, je ne critique pas du tout l'entreprise, mais c'est vrai qu'il y a un vrai coup de projecteur sur l'histoire de ces communautés nomades qui se fait aujourd'hui, notamment en France. Je pense notamment à l'avant-dernière exposition du musée de l'histoire et de l'immigration, donc avec le monde tzigane. Voilà, pourquoi aujourd'hui et seulement aujourd'hui? Marie-Christine et Jérôme Bonin ensuite. En fait, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai fait mes travaux, ma thèse, c'était en 1996. Quand j'ai fini en 1997, hein, j'ai commencé en 1992. Avant, vous avez eu les travaux de Jacques Sigaud là, qui ont été rappelés. 1980, lui, voilà, auparavant. En fait, les travaux ont commencé à la fin des années 70, les années 80 et surtout 90. Et il y a eu plusieurs cycles de commémoration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... aujourd'hui il y a une concordance de temps, mais par exemple en 2000, c'est ça, hein, oui c'est en 2000, il y a eu en 2010. En 2010, il y a eu une très grosse année de commémoration, justement, où on est parti du 6 avril 1940, la première date de l'assignation à résidence, qui a été aussi une première reconnaissance du gouvernement français. Donc, c'était sous Sarkozy à ce moment-là. Et ça a été tout un travail qui a abouti aussi à, il faut savoir, c'est qu'il y a, c'était quand l'année dernière ou il y a 2 ans, où on a remis en cause, parce que le régime des nomades, il ne se termine pas après la guerre.
il se termine en 1969. Et là, vous avez un autre régime qui est mis en place, plus favorable aux gens du voyage, mais tout aussi discriminatoire. Et ce n'est que donc en 2017 que vraiment ce régime discriminatoire a cessé officiellement. 17. Voilà. Jérôme Bonnet, on aura un Ritz. Pourquoi maintenant et pas... Alors bon, alors, si je peux me permettre, s'il vous plaît. Vous aurez le micro après, monsieur. On va mettre les pieds dans le plat très simplement. C'est parce qu'on n'a pas fait le boulot, nous. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que, en effet, la communauté juive très vite a commencé à documenter quand elle s'est rendue compte pendant la guerre de ce qui se passait et que nous, on n'a pas documenté. Alors après, il y a un espèce de mythe chez les ziganologues qui dit qu'on n'en parle pas, etc. C'est pas vrai, c'est qu'on n'en parle pas avec n'importe qui. On dit maintenant. Bon, moi, avec un ami, avec l'association qu'on est, en 83, j'ai voulu causer. On est venu chez moi, on m'a dit, tu mets une muselière si tu vas être tranquille. Bon, j'ai laissé tomber, hein, parce que bon, j'ai fait ma demande de carte internée en 83. Je l'ai reçue en 2010. Avec la même photo et les mêmes papiers. Hein, j'ai rien fourni. D'abord, je vais vous la montrer, vous allez voir que c'est... Hein? Ah ben non, hein, j'étais... Oui, je présente juste Raymond Gurem pour ceux qui ne le connaissent pas dans la salle. Donc c'est un ancien... Donc, ancien interné à l'INA Montlhéry. Il nous reste environ 10 minutes avant de devoir quitter la salle. Alors, voilà. On va essayer de répondre vite, madame. Oui. C'est vrai. Rapidement, s'il vous plaît, madame. Oui, je voudrais aborder un point d'histoire. Je trouve que M. Delage a été un peu sévère envers sa communauté en disant qu'ils n'ont rien fait. Il faut savoir qu'une association s'est créée il y a déjà très longtemps, dans les années 80, avec Yéniche et Manouche, Pierre Young, Antoine Fernandez et d'autres qui se sont battus longtemps, qui ont fait le tour des préfectures, qui ont rassemblé des dossiers et dont le travail a été ensuite étouffé par ceux qui ont une question, essayé madame, de récupérer les choses. Voilà. Ben non, mais je voulais quand même dire que ça a été fait. Il y a une émission France Culture avec Jean Lebrun, Henriette Asseo était là, elle a été obligée de le reconnaître, qu'il y a eu une récupération du travail des tziganes qui n'ont pas pu déboucher sur ce qu'ils voulaient faire. On les en a empêchés. Raymond Gurem a raison. Non seulement les cartes sont arrivées tard, mais ceux qui ont essayé de lancer quelque chose, on les en a empêchés. Oui, moi, d'abord, je me présente. Je suis M. Delage-Fernand. Je suis président d'une association France Liberté Voyage et je suis membre de la Commission consultative nationale. Donc, je me demande si l'histoire ne se répète pas. Parce que, malheureusement, nous les gens disent avec l'appellation gens de voyage, mais nous, on est plutôt des citoyens français itinérants. On vit dans notre pays depuis des siècles et on est fiers de vivre dans notre pays et on est prêt à défendre notre pays. Mais la République, une dame qui en a parlé, là, on est inquiet avec la République, nous. Parce que là, actuellement, on vient d'avoir encore une loi extrêmement répressive qui rappelle les heures sombres de notre histoire, encore là. On vient de nous faire une loi que... Vous savez, il y a une loi qui existe pour le stationnement des nomades, des gens avec l'appellation gens de voyage, qui est la loi Besson, qui existe depuis mai 90, modifiée juillet 2000. Cette loi n'a pas été tout respectée par les communes. À peine 50% d'aires d'accueil de réalisées en France, en terrains familiaux, aires d'accueil, aires de grand passage. Et là, il y a un petit mois, on vient de nous sortir une loi extrêmement répressive. C'est-à-dire que si on est en stationnement illicite, nous, nos familles, ils vont risquer 1 an de prison, 7 500 € d'amende,
et je n'ai pas terminé, et c'est d'une amende forfaitaire de 500 €. Et systématiquement, on va se retrouver à 50% de la population française nomade itinérante dans l'illégalité, puisque les communes n'ont pas respecté leurs obligations. Alors, on est très, très inquiet. Je vous dis sincèrement, là, moi, je suis un président d'association. On nous appelle pratiquement tous les jours. Monsieur aussi, il avait fait partie président d'une association. Donc, ma question, la République, elle oublie ses enfants qui sont itinérants, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez. Madame. Attendez, monsieur, après Adam. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour cette soirée et pour tout ce que j'ai appris. Voilà, je me pose naïvement simplement une question d'identité. Nommer quelqu'un, c'est une chose qui est hyper importante. Chacun d'entre nous aime être nommé par son nom. Mes parents ont immigré il y a 150 ans d'Italie et si j'entends quelqu'un qui m'appelle Rital, j'ai les larmes aux yeux alors que je devrais rien en avoir à faire. Et donc ce soir, j'ai cru comprendre, vous parliez des itinérants et encore nomades, c'est pas exactement. Vous parliez des tziganes, alors vous avez contextualisé le mot, mais je pense au grand public finalement, aux personnes comme moi ou qui s'intéressent ou pas. Et il y a encore énormément ce mot tzigane qui circule et il me semble qu'il serait grand temps de dire son origine, de le contextualiser, qu'on comprenne vraiment. C'est très compliqué quand on est en dehors, mais ce que j'ai perçu ce soir, c'est qu'il y avait des termes qui étaient particulièrement blessants pour une partie de la population française, et ça me pose question. Bon, alors moi, je souhaiterais dire un mot de façon claire. Je ne partage pas l'idée selon laquelle, dans l'histoire symbolique et dans l'histoire de l'imaginaire lié au terme tzigane en France, et pas qu'en France, en Europe, que cette nomination ait été exclusivement recouverte sous l'idée d'une infamie, d'un caractère péjoratif absolu. Non, je ne suis pas d'accord avec cette idée. C'est, à mon avis, beaucoup plus complexe que cela. Et j'ajoute que la nomination, c'est-à-dire la francisation des noms que portent les bohémiens, que portent les Égyptiens, entre guillemets, qu'on appelle tels, au XVIIe, au XVIe, au XVe. Ce sont des noms français. Il y a les noms, quand on étudie les archives, ce sont des noms français. Ce sont des noms français. Et donc, ça dit, c'est très intéressant, ça, n'est-ce pas? Il y a les noms pour eux, entre eux. Le Roméno-Lap, le surnom Manouche, Tzigane, entre eux. Mais leurs noms, ce sont des noms français. Qu'ils ont adoptés. Eh bien, malgré cette nomination culturelle, sur le plan culturel, d'intégration, eh bien, en même temps, ça n'a pas suffi, n'est-ce pas, pour les reconnaître comme tels, même s'il y a eu aussi tout un pan d'engouement, n'est-ce pas, d'attirance. Il faut faire attention, il faut rappeler ça, cette dimension. Emmanuel, s'il vous plaît, il faut qu'on passe à d'autres questions, je suis désolé. Mais... Une dernière question, et Nara Ritz clôturera cette soirée. Monsieur ? Le micro. Si je puis me permettre, est-ce que c'est un choix historique de dire l'internement des nomades ou c'est un choix consensuel parce que mettre entre guillemets tzigane
Rome-Manouche est un problème, je dirais, historique peut-être. Et je voudrais poser juste une autre question. J'ai cru comprendre qu'à la Porte Dorée, il y avait eu des photos qui avaient particulièrement choqué les nomades, donc j'emploie le terme. Si vous pouviez m'en dire plus, parce que je n'ai pas compris pourquoi. Oui, je voudrais répondre, monsieur. Deux choses. Emmanuel, on va distribuer la parole un peu plus, s'il vous plaît. Bon. Allez-y, la parole aux intéressés. Et ce sera la dernière intervention. On n'a pas été très respectueux de la répartition des intervenants. Juste pour répondre, mais répondre à mon niveau. Moi, je ne suis pas historien, mais je vais me présenter rapidement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des considérations d'abord politiques, des politiques entre les États qui ont choisi un moment d'interner des personnes. Donc, ils les ont nommés soit en Allemagne, dans d'autres pays de l'Est, etc., Tziganes. Et en France, j'ai entendu Henrietta Seo il y a quelques années de ça qui disait en France, il n'y a jamais eu de politique anti-Tzigane. Genre, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais par contre, il y a bien eu des politiques nomades. Pour autant, les concernés, finalement, restaient quasiment... parfois restaient les mêmes. Sauf que dans Tzigane, il y a eu des populations, comme disait Gigi tout à l'heure, qui sont ce qu'on appelle chez nous des Barescro, des Baringré ou des Yéniches, ou tout simplement des Gadjés qui ont pris la route un moment, du coup, qui ne sont pas sentis considérés. Donc voilà. Sur la question de ce qui s'est passé au Musée national de l'histoire de l'immigration, je suis très à l'aise pour le dire parce que la lettre, c'est moi qui l'ai écrite, je vous le dis. Je l'ai écrite parce que je sais écrire. À l'époque, j'avais des mains qui fonctionnaient, donc je pouvais le faire. Mais en association avec aussi d'autres personnes qui ont accepté de signer, de co-signer cette lettre, et des personnes qui n'ont pas accepté. Sachant que les personnes qui n'ont pas accepté avaient tout à fait raison aussi de ne pas accepter. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est vraiment ma partie. Il n'y a personne qui a raison qu'à tort. C'est ensemble qu'on avancera, parfois en association, puis parfois un peu en distorsion. Mais à partir du moment où on est capable de s'entendre sur le pourquoi. Et ce pourquoi, ces différences, créent aussi la diversité des communautés qu'il y a dedans, dont je reviendrai très rapidement. Autant nous on se bat, et je suis très content de voir des gens comme Milo, etc. Alors sachez tous que le fait que vous ayez pas reçu le courrier, moi j'étais informé en fait la semaine dernière aussi, c'est parce que la com c'est pas notre truc, c'est très dommageable. Comme nous des fois on n'est pas informé que l'un ou l'autre agit ici et là. De toute façon l'important c'est de faire. Aujourd'hui je pense que les conflits personnes associatives dans le temps, lui il était gentil, il était méchant, faut sortir de ça parce qu'il y a des enfants derrière et si on s'enferme là-dedans on n'avancera pas puis il y a qui le tour demain. Donc sur ces questions des personnes qui ont co-signé aussi, il faut savoir que ce sont des gens qui sont pas forcément visibles mais qui font des choses. Alors qui font des choses aussi avec leurs limites, avec leur grandeur ou leur minima, mais qui font des choses. Le milieu associatif, c'est génial, mais on le voit tous, on peut en parler tous ensemble, on s'en épuise. On voit bien que les leaders, ils sont très souvent seuls, que les personnes qui ne se présentent pas comme étant dans le leadership, mais se trouvent aussi très seuls. Bref, vous voyez le problématique du milieu associatif et du combat militant, c'est dur aujourd'hui. C'est dur, et même trouver des jeunes générations qui viennent suppléer, c'est aussi très compliqué. Mais ce sont quand même des gens qui ont fait. Et pourquoi est-ce que les gens se sont plaints? C'est non pas de cette exposition, certaines personnes. Encore une fois, je ne généralise pas. Il y a des gens qui s'y sont retrouvés, et tant mieux, tant mieux. Mais il y a des gens qui ont dit, maintenant, c'est plus possible. D'abord parce que ça a été fait sans eux. Et que, encore une fois, quand on dit « mais si ça a été fait avec eux », non. Ça a été fait d'un point de vue consultatif, point. Et la consultation, c'est très bien que c'est une très bonne stratégie dans toutes les républiques pour exprimer le fait de « dites-nous que ce que vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez ». Donc, je suis désolé, mais d'être assez ferme là-dessus, les directives de loi dont a parlé Milo tout à l'heure, Milo fait partie des gens, excuse-moi je te cite, mais qui ont été consultés. Il a pris du temps, ça lui a coûté de l'argent avec lui et d'autres. Et au final, pour faire quoi? Des lois totalement discriminantes. Et c'est la loi. Discrimination, c'est pas une question morale, c'est une question juridique, c'est du pénal. Donc c'est de la discrimination. Vous voyez que quand j'explique le fait de... Et cette expo a fonctionné ainsi, et on ne pouvait pas ne pas le dire. Ne pas le dire, mais aussi en l'expliquant, et aussi pour reconstruire derrière. Comment on peut avancer ensemble. Mais les revendications que nous avons tous ici dans nos diversités, voyageurs et autres, c'est comment être accepté à travers nos entités, mais aussi en tant que personne active et pas forcément à travers nos groupes d'appartenance. Et respecter dans nos intimités, puisque là, il y a quand même des photos de tantes, ça va pas loin, hein. On peut vous faire voir l'arbre généalogique, qui sont montrées nues. Enfin, vous accepteriez, vous, fondamentalement, sous un principe scientifique ou artistique, de faire voir vos familles nues, peu importe qu'elles aient été payées, sachant qu'on les connaît bien. On peut vous raconter l'histoire de A jusqu'à Z de ces familles-là. Il n'y en a pas un ici, je crois, qui ne peut pas en parler. Je crois que tout le monde les connaît dans les voyageurs présents. Oui, peut-être qu'elles ont donné leur avis, mais à quel moment, à quel niveau social ils étaient quand ils ont donné leur accord? Jusqu'où ça a été? Donc, ce n'est pas acceptable, point, et on ne l'acceptera pas, peu importe les jolis propos, les jolies considérations néo-scientifiques et tout qui seront amenés derrière. Il s'agit d'hommes et de femmes, mon Dieu. C'est des millions de personnes qui ont vu ces gens à poil. Mais mince, un peu de dignité, quoi.
Il n'y a même pas à discuter. On ferait ça sur n'importe quelle autre population. Qui accepterait? Qui dirait oui, mais attendez, les voyageurs, vous êtes pas assez instruits, vous ne connaissez pas le côté artistique, vous ne le reconnaissez pas. Non. Voilà pour aller là-dessus. Oui, il y a plein d'exemples à prendre. Donc, je vais court parce que le temps est compté, et puis il paraît qu'il y a un référé d'expulsion, et par connaissance de cause, c'est jamais agréable, qui se prépare. Moi, déjà, je vais vous dire d'où je... Pardon? Ouais, vraiment, ouais. Ouais, bah attention, il y a un avocat qui n'est pas là, malheureusement, il s'en excuse, Olivier Lemayou, qui aurait bien aimé être là, mais lui, il ne faut pas que vous tombiez en face. Alors déjà, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Nahar Ritz. Moi, je suis d'abord français. On m'a posé la question, comment faut vous définir? Comment faut vous définir? Parce que dans ce bazar, on ne sait plus, on doit vous appeler Tzigan, Manouche, etc. On ne sait plus. Mais déjà, vous appelez monsieur et madame, s'il s'agit d'un monsieur et d'une dame. Et à un moment, il faut arrêter de se prendre la tête à ce niveau-là. Là, j'ai bien mis des guillemets, parce que j'aurais bien été... Voilà. Dans un deuxième temps, moi, je suis Manouche. Voilà, je suis même particulièrement sinto-piémontais, avec un papa qui était sinto-piémontais, hein, qu'on se connaît bien, avec ceux-là, là, eux. Et puis d'une maman, famille de la Fleur, qui eux se disent Roms, mais qui n'ont jamais été dans les pays de l'Est depuis qu'on a monté les généalogies, et ce sont des Roms français, etc., etc. Je parle le manouche et je parle aussi le romanès. Voilà, il y a des liens, on ne va pas faire de linguistique là-dedans, mais en tout cas, mais je suis aussi sédentaire. Moi, je ne me prétends pas être voyageur. Tout simplement parce que j'ai fait un choix à un moment entre la santé, les enfants, la famille, donc je me positionne là-dessus. Pourtant, j'ai connu le voyage, j'ai de mes familles de deux côtés, de ceux qui sont vers vous, qui voyagent tout le temps, donc j'en parle aussi à mon niveau. Mais c'est important de le préciser, parce que souvent on a tendance de dire bah, ces tziganes, ce sont tous les mêmes, ou les voyageurs sont tous les mêmes. Il y a 1001 façons de voyager. Il y a des gens qui vont voyager toute l'année. Non mais par contre, en fait, je voulais commencer à dire, peu importe le côté historique, deux choses chez nous, on en parle, si on en parle, hein, contrairement à ce qui se raconte. Et deuxième chose, c'est pas aux autres de dire qui je suis, d'où je viens, parce que j'ai des sentiments, j'ai une appartenance, j'ai une éducation familiale qui prime sur l'ethnicisation qu'on peut porter à mes identités historiques. C'est un peu compliqué peut-être le propos, mais j'y tiens absolument. Parce que ça, on ne se permet pas de le faire sur les autres groupes. Donc, moi, je fais partie du mémorial. Effectivement, je suis vice-président, on m'y a mis un peu. Je n'ai pas d'identité associative. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de combattre avec les gens, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, mais d'engager le process de combat. Je n'ai pas prétention d'être en tête d'affiche. De toute façon, je ne sais pas faire. L'idée, c'est de ne pas être en opposition dans les propos qu'on est en train de tenir, mais de bien trouver un moment où on va reconstruire. Parce qu'il y a quand même une dynamique assez colonialiste là-dedans, qui est fait, ce qui a été dit à travers les exemples, c'est que les concernés ne sont pas associés, encore une fois, que ça soit sur la question sociale, sur la question historique, sur la question des recherches dans leur diversité, de la scolarisation, etc. etc. Et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui vont s'échiner dans les différentes représentations politiques au niveau national, voire européenne, comme le fait encore Raymond aujourd'hui et Milo au niveau plutôt national, parce que sinon, il n'y aurait personne. Donc à un moment, il faut courber les chines. Mais en même temps, c'est génial, hein, on peut dire oui, mais les autres n'y viennent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Oui, ils sont fatigués, mais aussi on sélectionne. On sélectionne jusqu'à un certain niveau, ce qui est légitime en même temps. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et puis c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut laisser faire ou se dire à un moment s'enlacer, etc. Sinon, il n'y aurait plus personne dans le combat, quoi. Tout simplement, si je dis ça, c'est parce que dire les choses laisser dire des choses qui nous paraissent fausses ou fantasmées, soyons un peu plus relatifs dans le propos, ça a tout simplement un impact sur le terrain, messieurs, dames. Nous, quand on va sur un terrain et on nous dit hey, les Romanos, voire les Tziganes, parce que ça arrivait il y a 2 semaines sur un terrain à côté d'Angers, hein, et ben, qu'est-ce qu'on nous renvoyait? Ben, vous êtes des étrangers. Voilà la sémantique derrière, sur le terrain. Mais venez vivre avec nous sur le terrain. Venez vivre. Hein, il y a un moment, le Judas, il faut l'ouvrir, quoi. Les conséquences sont aussi de différentes formes. L'autre jour, on nous a dit, vous êtes des Roms. Ben non, on n'est pas des Roms. Ben, on n'a rien contre les Roms. Enfin, moi, personnellement, en plus, je suis très mal passé, mais absolument pas. Mes parents ont toujours chigné avec des Roms. Moi, je travaille encore avec. Je fais de la brocante en itinérant, etc. Mais pour autant, je ne suis pas non plus grec, je ne suis pas non plus espagnol. J'ai rien contre eux, mais moi, mon identité n'est pas définie par ça. Et qui mieux que moi peut me dire qui je dois être? En même temps, voilà, des amalgames jusqu'au niveau des politiques européennes. Nara, il faut créer conclure, des distinctions. Faut qu'on parte. Donc tout ça pour dire que tout ça, ça a des conséquences. L'ethnicisation, peu importe la science qu'il y a derrière, a des conséquences. Et on ne peut pas ethniciser des problèmes sociaux. Comme disait Milo tout à l'heure, bah oui, chez nous, il y a des bandits. Bah, faut l'accepter. Mais c'est pas parce qu'on est voyageur qu'on est bandit. Et ça, on risque de le cultiver. Et juste pour finir...
Ben bien sûr, parce que mais à dire ça du coup, c'est ce que ça fait. Mais tout ça pour dire que tout à l'heure vous avez dit avant la République préparait à la répression, mais aujourd'hui, comme le disait Milo, c'est exactement la même chose. Les lois discriminatoires, on peut vous en faire toute une tartine, elles sont discriminantes. Point. Et là, bon, il y a des avocats. Maître Olivier Lemaillot n'est pas là, mais pour en dire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des conséquences à tout ça, comme le maire de Vissou qui a quand même été viré des voyageurs en état d'ébriété important avec un sabre. Il passe pour un héros dans la commune. Hein. On n'a rien dit qu'il va être jugé officiellement. Il a été jugé, mais condamné. Souvenez-vous du maire Bourdoulex, maire à côté d'Angers, qui a quand même dit les tziganes, Hitler en a pas assez tué. Il a rien eu, hein, malgré le combat. Donc aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de violence contre les voyageurs s'il n'y a pas de violence politique. Parce que ces violences-là, elles sont validées indirectement ou directement par l'État ou par les États, les gouvernements, du moins leurs représentants. Je ne dis pas que tous les représentants de l'État sont d'accord avec ces lois répressives ou ces discriminations. C'est faux. Il y en a qui nous accompagnent, il y en a qui font un énorme boulot. Malheureusement, ils sont souvent tartinés. Mais n'empêche qu'il ne peut pas y avoir de violence vis-à-vis des citoyens français dans leur diversité s'il n'y a pas de violence politique derrière. Il faut qu'on arrête là. On va arrêter là, s'il vous plaît.